Alors, bon matin pour moi, bonsoir pour toi, Caroline. Comment ça va? Ah, ça va bien. Ouais, je suis en Norvège, puis je suis super excitée de te parler aujourd'hui. Ça va être super. Oui, ben écoute, je tiens à dire que c'est 100% partagé. Ça fait longtemps qu'on essaie de se synchroniser, puis la technologie, Ouais, des fois, est de notre côté, des fois, elle l'est pas, mais là, je sens qu'aujourd'hui, là, toutes les énergies sont de notre côté pour que ça fonctionne bien. Je vraiment, vraiment suis pas. tellement contente de t'avoir parce que, Caro, honnêtement, ce que tu fais m'impressionne énormément. Juste pour que les gens, ceux qui nous écoutent, soient un peu au pouls de ce que tu fais. Donc, Caroline Côté, c'est une exploratrice, une cinéaste d'aventure. Non seulement ça, mais elle se passionne aussi pour l'ultra trek. Tu es une ultra-marathonienne. Donc, tu parcours la planète dans des conditions extrêmes parce que toi, ton but, c'est d'offrir des documentaires qu'on pourrait qualifier d'époustouflants, là. Soyons honnêtes. Puis tu as même présenté tes œuvres, ce que tu as fait dans de nombreux festivals internationaux. Toi, tu te spécialises dans ce qu'on appelle les environnements complexes. Donc, c'est autant ta spécialité que ta passion. Donc, très intéressant. J'ai bien hâte que tu nous en parles plus. Puis, c'est aussi conférencière. Tu as écrit un livre qui s'appelle Dépasser ses limites en 6 récits d'aventure. Donc, bienvenue. Ben merci, merci pour ce que tu mets de l'avant. Je pense que c'est là que tu sais, je vois le résumé de ce que j'ai fait. Puis je pense que tu sais, c'est pour moi c'est tout nouveau là de parler comme ça de ce que je fais, de mon travail. Mhm. Puis ça reste quelque chose avec lequel, tu sais, je suis encore en train d'apprendre. C'est sûr que dans le passé, tu sais, j'étais vraiment derrière la caméra, Oui. puis j'étais assez timide. Fait que non, c'est des podcasts, j'en écoute beaucoup. Puis non, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime discuter avec les gens, mais c'est encore Mhm. ouais, dans la nouveauté. En tout cas, je suis contente que tu acceptes de venir nous parler de ton beau parcours, de ce que tu fais. Puis surtout que, tu sais, ce que tu fais, cinéaste d'aventure, c'est quand même quelque chose qui ne savait pas une vingtaine d'années, une trentaine d'années que ça existe. C'est quelque chose de relativement récent. Puis on pourra parler un petit peu comment tu as frayé ton chemin dans tout ça, mais j'aimerais ça que tu nous situes. Donc, tu es où actuellement? Puis qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à là? Parce que là, tu es de l'autre côté de l'Atlantique, là. En gros, ouais, c'est ça. Je suis en Norvège depuis environ 2 mois. Qu'est-ce qui m'amène ici? C'est que je dois faire une expédition dans l'archipel du Svalbard qui appartient à la Norvège, qui est une espèce d'île immense où Mhm. il y a un endroit où c'est possible de faire du ski l'hiver pendant une super longue distance. Fait que je vais aller faire une expédition dans ce coin-là en janvier dans le but de faire un documentaire aussi. Puis, euh, c'est ça, je suis là parce que je peux pas retourner à la maison jusqu'à l'expédition, vu la situation présente avec le virus. Mhm. Mais tu sais, c'est bien pour moi d'être ici, de me préparer, puis d'avoir la chance d'être avec les Norvégiens. C'est vraiment bon parce que c'est des gens qui sont ultra focus sur l'aventure puis sur le Mhm. plein air. Alors j'en apprends beaucoup. Puis c'est des gens tellement calmes là. C'est vraiment bien. J'adore cet endroit-là. Oui. Est-ce que Mm. si tu te verrais vivre, est-ce que ce rythme de vie-là t'interpelle à quelque part? Est-ce que. Je me verrais vivre ici. J'ai même regardé pour des petites huttes ou ouais, des maisons OK. sur certains sites. Et ouais, pourquoi pas Mhm. pour peut-être dans les prochaines années. Mm. Oui, c'est ça. Puis sinon, ce que je trouve drôle, c'est que la dernière fois qu'on s'était parlé, tu me disais que, bon, tu avais eu à aller en ville pour aller, peu importe, pour la connexion Internet, tout ça. Puis tu trouvais ça drôle, le clash, c'est-à-dire que tu apprenais, toi, comme tisser, pas tisser, mais à utiliser la laine pour, euh, pour te tisser, te tricoter des choses. Puis d'avoir ce clash-là entre chercher des aiguilles pour tricoter, puis en même temps, tu étais en ville, puis il y avait des H&M. Explique-nous un petit peu ce que tu as vécu là, par rapport à ça. Ouais, en fait, en ce moment, je vis sur une toute petite île dans le coin de Northcote, c'est dans les Lofoten. Puis à cet endroit-là, ben j'ai la chance d'être entourée de moutons qui sont sur
cet endroit-là, cette petite île-là. Puis c'est vraiment là, la reconnexion avec un mode de vie super simple. Alors moi, d'habitude, ben, c'est ça, quand je suis pas en expédition, tu sais, je vis à Montréal, dans le centre-ville, juste à côté du marché Atwater. Et là, je me retrouve, tu sais, sans avoir une bonne connexion Internet, puis d'être super proche, tu sais, d'aller chercher des herbes dans le petit jardin à côté de la maison. Puis, tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis, en même temps, ben, je travaille avec des gens qui sont reliés au domaine de l'aventure. Puis un complexe de petites maisons. Donc, c'est vraiment intéressant là, pour moi, comme en attendant là, de faire plus d'expéditions. Mais c'est bien, ouais. C'est bien dépaysant tout ça, je trouve ça beau. C'est comme un retour aux sources, un retour à la simplicité. Je trouve ça, juste à t'écouter, ça me donne le goût. Moi, honnêtement, avec les dernières semaines, en fait, les derniers mois, ce que la COVID m'a amené, c'est vraiment ce sentiment, ce besoin de reconnecter davantage avec la nature, puis les grands espaces, puis un peu l'autosuffisance. Tu sais, on s'est rendu compte en étant isolé, puis en n'ayant pas besoin, on n'a pas tant besoin de choses que ça, puis que la nature, souvent, est amplement suffisante, puis les connexions authentiques avec les gens. Fait que ça ramène comme aux sources. Je sais pas, toi, qu'est-ce que les derniers mois t'ont un peu enseigné, t'ont un peu appris? La même chose, tu vois, aujourd'hui, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Il y a un documentaire que j'allais faire avec une compagnie de production pour le futur qui n'aura pas lieu parce qu'on n'a pas assez de chances que ça puisse être fait dans un pays, en fait, en Argentine. Donc, le projet documentaire est annulé, est sur pause, du moins. Puis, ben, c'est ça, hein, c'est les mois passés, ça a été ça aussi. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix de s'attacher aux choses qui sont ultra simples, comme tu disais. Puis, juste de faire du pain, pour moi, en ce moment, ça me fait tellement de bien parce que c'est quelque chose de super naturel. On est tellement éloigné de nos racines que, ben, en ce moment, c'est le meilleur temps pour les retrouver. Tu sais, j'étais allée cueillir des champignons, j'étais allée cueillir des framboises, donc c'est quelque chose qui me rend heureuse, vraiment. Oui, oui. Puis en fait, je pense que sortir des sentiers battus, te retrouver, tu sais, autant mettre ton corps à l'épreuve que, tu sais, te retrouver dans des espaces qui sont difficiles, mais en même temps tellement grands, c'est ça qui te fait vibrer. Puis j'aimerais ça nous ramener en 2013, qui est un peu cette année charnière pour toi, où tu as pris la décision de revenir à ta passion que tu avais découverte, je pense, au cégep, ou du moins c'est ta passion mère, là, ce qui te faisait vibrer plus jeune. Parle-nous de cette décision-là que tu as prise, puis surtout la décision de te dire cinéaste d'aventure, parce qu'après ça, on dirait que tout s'est placé pour toi. Fait que parle-nous de 2013. Ben, en fait, c'est ça, 2013, ça a été une grosse année où je me retrouvais plus nécessairement. J'avais pris des cours en publicité. Puis, ben, j'étais rendue dans une boîte de com, en fait. Puis, j'étais plus capable de travailler là-dedans. C'était un peu déconnecté de mon... ben, c'est ça, justement, comme on en parlait tantôt, c'est des racines. Moi, j'avais envie d'être vraiment reliée au monde extérieur. Puis là, je me sentais là, m'écrouler en dessous de dossiers, de courriels, puis tout ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé qu'est-ce que je pouvais faire. Puis vraiment, le vidéo, j'avais pris des études en cinéma et communication dans le passé. Et là, il a fallu que je me dise, OK, ben, il faut que je reconnecte à cette passion-là. Puis ma sœur, en même temps, elle, qui était une grande artiste dans ma famille, ben, elle, quand on était jeunes, puis qu'on était sur le bord d'un feu avec toute notre famille, tu sais, elle racontait beaucoup d'histoires. Puis moi, c'est un moment dans ma vie qui me marque beaucoup. Puis raconter des histoires, j'ai remarqué que c'était super important pour moi. Puis c'est les moments où je me sentais le mieux, soit quand je racontais des histoires ou quand on se retrouvait tous ensemble, la famille à ce moment-là, puis qu'on échangeait. Fait que ça a toujours resté quelque chose d'important pour moi. Et finalement, ma soeur, quand elle a dit à mes parents, bon, ben moi, je décide d'être artiste, c'est le métier que je veux faire dans ma vie. J'ai compris qu'elle avait clairement énoncé, tu sais, le fait que c'est ce qu'elle allait faire pendant les prochaines années. Puis ça m'a inspirée à faire la même chose. Puis je savais que
en faisant le premier pas, après avoir dit que c'est ce que je voulais faire, je savais que ça allait aller mieux dans le futur puis que j'allais pouvoir peut-être me trouver un métier là-dedans. Mais la première chose, ben, il fallait que j'avoue à ma famille, puis il fallait que j'avoue aux gens autour de moi que ben, ce que je voulais faire, c'est relier mes deux passions, le cinéma et l'aventure. Donc, c'est ce que j'ai fait à peu près en 2013. Puis, en effet, après, les choses sont arrivées. Je pense que dès qu'on nomme ce qu'on est, dès qu'on enlève les peurs et qu'on se donne à 100% dans quelque chose, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Puis, ben, j'ai eu la chance que ça fonctionne. Et Malgré... la chance, tu as créé ta chance aussi, tu as travaillé fort. Quelles ont été les étapes par la suite pour autant te spécialiser, aller chercher les techniques? Ben, tu sais, au début, je savais que ma technique était pas, tu sais, excellente. Là, je commençais, c'est sûr. Fait que j'étais allée voir des gens autour de moi, des petites compagnies, puis je leur ai demandé qu'ils me fassent confiance. Puis, tu sais, j'offrais des prix assez abordables vu la qualité de mon travail. Je savais que j'allais m'améliorer dans les années d'après. Fait que j'ai été capable avec des gens qui m'ont fait confiance au début de grandir tranquillement puis de me faire un nom. Ce que je faisais, ben, c'était de travailler avec des petites compagnies plus à l'extérieur. Dès que je connaissais des gens qui voulaient, par exemple, travailler avec des barres d'énergie, ou qui avait une compagnie, par exemple, c'est ça, comme Exact Nutrition, c'est des petites barres pour les sportifs, ben, je me suis dit, OK, ben, on va aller travailler à l'extérieur, puis on va faire quelque chose ensemble. Puis tranquillement, en faisant juste ce que je voulais faire, ben, j'ai réussi à commencer à avoir des plus gros contrats, puis les gens m'ont fait plus confiance. J'adore. Puis tranquillement, parce que là, ça l'a pris tout autre tournure, c'est-à-dire que c'est devenu vraiment des expéditions d'aventure, que ça, c'est comme pas mal, comme on disait, ta spécialité. Ça a été quoi un peu la phase préparatoire? Parce que je pense que la première fois que tu es partie, il y a un an avant, tu n'étais pas partout prête là, parce que tu n'en avais jamais fait. Ça a été quoi? Comment est-ce que tu as pu te préparer à une si grande aventure que tu vas pas nous décrire? Là? Ouais, c'était quelque chose parce que là, je commençais, tu sais, à travailler puis à sentir que dans le travail, j'avais pas nécessairement l'esprit de challenge ou du moins, j'avais pas nécessairement d'excitation à faire certains projets parce que c'était des projets en ville ou, tu sais, des projets qui se faisaient plus dans des endroits que je contrôlais. C'est ça. Puis j'avais l'impression à ce moment-là dans ma vie que je contrôlais trop l'environnement autour de moi. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de joindre une expédition qui s'appelait Expé Antarctique, qui était déjà complète avec 5 membres. Un an plus tard, hein? C'était en 2014, je pense. Ouais, en 2014. Et ben c'est ça, c'était à ce moment-là 5 jeunes qui voulaient aller en Antarctique pour explorer une région qui n'avait jamais été explorée avant et faire des recherches en compagnie de l'Agence spatiale canadienne qui voulait tester du matériel pendant cette expédition-là. Okay. Puis, ben, c'était aussi, tu sais, d'inspirer les gens à sortir de leur zone de confort, puis de créer un documentaire. Fait que je me suis dit, il faut que je fasse cette expédition-là. À la base, c'était mon copain dans le temps qui en faisait partie. Et je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de convaincre l'équipe. J'ai rien fait de super extravagant dans le passé qui ressemble à ça. Je courais un peu, mais j'avais rarement dormi en tente là, à ce moment-là, en 2014. Fait que je lui ai dit, hey, j'aimerais ça venir, mais tu sais, le chef de l'expédition, le leader, était pas nécessairement prêt à avoir quelqu'un qui débarque comme ça, qui sait pas trop comment marcher en cordée, comment porter un sac, un traîneau, tout ça. Puis peut-être sauver quelqu'un d'une crevasse, tu sais, ça prend beaucoup d'expérience que j'avais pas dans le temps. Fait que ce que j'ai fait, c'est
j'ai pris environ 3 mois pour essayer de me perfectionner là-dedans. Euh, et même là, tu sais, j'ai vraiment vu que c'était quelque chose d'excessif, mais que ça allait vraiment me prendre toute mon énergie. Fait que j'ai essayé d'apprendre le plus de trucs possible, de lire le plus sur le sujet. Puis finalement, ils m'ont accepté dans l'équipe, mais Wow. ça a été vraiment quelque chose, aujourd'hui encore, que je suis vraiment fière Ben d'avoir oui. réalisé. Puis, tu sais, on parle, quand tu disais d'accepter dans l'équipe, parce que je pense que quand tu t'en vas dans des zones reculées comme ça, où il y a énormément de risques, il faut que les membres sont choisis soigneusement parce que s'il arrive quelque chose, non seulement les personnalités doivent être compatibles, mais tu dois être capable de travailler ensemble, s'il y a une situation d'urgence, de savoir quoi faire, pas paniquer. Fait que, y a-tu eu des moments, justement, où que votre esprit collaboratif ou l'équipe a été mis au défi? Ou toi, directement, tu as été mis au C'est défi? certain que tu dis, ouais, ouais. Ah oui, ça c'est certain. En allant là-bas, je savais qu'il allait y avoir des moments difficiles. On s'attendait à ça. On était préparés à vivre certaines choses. Puis j'en ai vécu après 15 jours d'expédition sur la péninsule de l'Antarctique. J'ai fait une crise de panique. Moi qui pensais que j'étais au-dessus de tout ça, puis que ça allait jamais m'arriver parce que, tu sais, je me connaissais bien dans un sens, puis tout ça. Non, ça a été beaucoup d'apprentissage sur moi-même, hein. Puis ça a été long avant que je dise que c'était vraiment une crise de panique. Avant, j'étais comme, ah non, tu sais, j'ai réagi, puis tout ça. Mais ça m'a tellement amené pour le futur, puis jusqu'à maintenant, beaucoup de choses. Mais après 15 jours, j'étais plus capable. Je me disais, comment je vais faire pour vivre l'autre partie de l'expédition? Tu sais, parce on est dans une tente avec des températures qui sont vraiment Sous zéro, très peut-être, sous tu zéro. sais, ouais, ouais, tu sais, qui frise le -20, le -30, Mhm. puis avec les tempêtes puis tout ça. Puis il y a une journée en particulier, on avait fait 700 mètres. Puis je me rappelle, on n'était pas capable de voir la personne en avant de nous, à peu près 10 mètres. Puis on arrive dans la tente le soir, qu'on fait la tente, qu'on arrive à monter malgré le vent puis tout ça, mais dans des situations vraiment pénibles. Ouais. Puis je me dis, wow, ça c'est quelque chose que je veux pas revivre, comment je vais faire. Puis ça m'a permis justement de prendre la force. Puis Ouais. maintenant, je peux revivre des situations comme ça en étant à l'aise. Mais à ce moment-là, j'ai eu besoin de mon copain là, qui me rassure, puis tu sais, ça qui va passer à travers. Puis en effet, le lendemain matin, c'était correct. Tu sais, j'ai repris mon énergie, j'ai mangé, puis Mhm. ça a été correct. Mais c'est ça qui est beau, c'est passer par-dessus des choses comme ça te permet De de t'endurcir, d'apprendre à te parler, j'imagine. vraiment, Mhm. Puis, vraiment, vous avez puis été testé ouais. aussi. Je pense qu'un de vos collègues est tombé malade. Vous avez failli tomber dans une crevasse. Il y a quand même eu des moments où que, j'imagine, non seulement toi, il y a eu un moment où tu as cassé personnellement, mais des moments où tu es comme, mon Dieu, est-ce que l'expédition s'arrête ici maintenant? Là? Ouais, ouais. Mm. Hmm. Tu sais, en 2014, on, on est arrivé sur le terrain. Puis, tu sais, c'est sûr qu'avant, on avait fait le moins de rencontres possible. On était restés tous ensemble, mais sans avoir de contact avec les autres, mais pour pas amener de bactéries avec nous, puis pour pas tomber malade. Mhm. Mais le plus fort de l'expédition, le plus grand, celui qui porte le plus de charge, à un moment donné, un matin, il se réveille puis il dit, ben là, je peux pas, tu sais, je peux pas vraiment me lever, là, ça va pas du tout. Puis on s'est rendu compte qu'il avait attrapé quelque chose qui ressemble à une mononucléose. On peut pas Hmm. confirmer encore, mais euh, puis une mononucléose, moi, j'en ai jamais eu, mais je sais que, ben, tu restes cloué au lit. C'est comme Shutdown. avoir une...
ouais, ton corps, t'as de la misère à manger, presque, je crois. Mhm. Puis, ben, on a vécu ça là-bas. François qui a de la difficulté à se lever. On appelle à Montréal par le téléphone satellite. On avait un médecin qui nous suivait. C'était vraiment super d'avoir la chance d'être accompagné à ce niveau-là. Puis il dit, ça, c'est une mauvaise nouvelle si il y a ces symptômes-là. Donc, première chose, donc la maladie est là et on doit avancer parce qu'on est sur un plateau où les vents, ça fait pas de sens. Là. C'est l'endroit justement où je m'étais dit, c'est quelque chose. Fait que, ben, François finalement a réussi à récupérer assez pour pouvoir avancer. Puis c'est le OK. moment où on s'est dit, ben, il faut retourner. On avait un itinéraire prévu, puis un Mhm. itinéraire un peu en cas D'urgence. d'accident ou quelque chose qui se OK. passerait, ouais. Mhm. Donc, on est retourné au bateau, puis tout ça en un mois. Donc, ça a été quelque chose pour François. Puis pour l'équipe aussi, on s'attendait presque à devoir le ramener sur un traîneau, là. Il était plus capable d'attacher son équipement de sécurité au Mhm. moment le plus fort de la maladie. Mais quand il est revenu en santé, là, tout le monde a un peu respiré Ouais. parce que ouais, c'était quelque chose. Wow. Puis, ben, l'autre incident, sinon, l'expédition s'est super bien déroulée malgré tout, Oui, oui. là. C'est ouais, une chute dans un énorme trou, une énorme falaise. Puis là-bas, il y a des espèces de voiles blancs, là, un peu comme du brouillard, mais très OK. dense. Mhm. C'est spécial. On n'arrive pas à voir si on s'en va vers le bas ou vers le haut. Donc, c'est OK. vraiment, ça donne presque des étourdissements quand le soleil frappe dans le voile blanc. Puis ça Ouais, ouais, s'appelle ouais. des white hawks là, en anglais. Puis, il y a quelqu'un, encore une fois, c'était malheureusement François, qui était devant encordé, puis il est tombé dans, euh, dans cette espèce de falaise-là. On l'a pas vu finir. Nous, on était plus loin, donc on a dû revenir. Puis ça a pris 3 heures à sortir François de La cette. crevasse. Mhm. Ouais. Wow. Mais Donc, mm, je trouve ça fou parce que, tu sais, on dit que voyager en équipe, tu sais, mettons, on part, tu t'en vas visiter l'Europe, exemple, puis tu es en équipe, tu es avec un groupe, ça tisse des liens incroyables, mais j'imagine pas les liens que ça tisse quand la vie de quelqu'un ou quand ton, c'est comme un certain aspect de survie qui rentre en jeu, ouais. à quel point Mm. les humains doivent encore plus euh, se tisser serré. Je sais pas si tu peux témoigner ou tu n'es pas à ton premier. Ouais, ben c'est un peu ma passion, je pense, d'aller faire des documentaires sur ces sujets-là. Mhm, Comment l'homme, en étant accompagné dans les moments les plus difficiles, ben s'ouvre plus, mhm. devient plus humain, j'ai l'impression, puis on est plus enclin ouais, à être là un pour l'autre dans des situations complexes là, d'environnement où par exemple, les vents se déchaînent sur la mer. Il y a des super belles histoires, tu sais, d'équipes qui bravent les éléments. Moi, je trouve que ouais, c'est très plaisant à rencontrer. Puis Mhm. c'est un peu ce qui me drive. Ouais. Mais ouais, l'Antarctique, ça s'est terminé avec beaucoup d'émotions, cette expédition-là. Puis ça l'a amené, je pense, tout le monde après à rechercher la Mhm. même complicité qu'on avait dans cette équipe-là. Puis ça a été ouais, un beau projet. Mhm. Puis, y a-t-il des éléments de la nature qui t'ont surpris? Avez-vous fait un face-à-face avec un ours polaire ou avez-vous croisé d'autres aventuriers? À cet endroit-là, malheureusement, ou peut-être heureusement, il n'y a pas d'ours polaire en Antarctique. Ah, c'est en Arctique. Fait que ça va être, ouais, ça va être vraiment plus en Arctique. Puis, à part la maladie, à part les chutes, ça a été pas mal là, les seuls moments là, qu'on a vécu vraiment beaucoup de stress. Il y a eu toujours le réchaud qui a eu des problèmes, là, je dirais, parce que
on se nourrit en mangeant des sachets de nourriture lyophilisée, puis en buvant de l'eau qui est réchauffée, en fait, le matin sur le réchaud. Donc, les problèmes avec le réchaud, ben, ça, c'est on veut pas en avoir parce que ça peut arrêter une expédition très rapidement. Plus de nourriture. Ça a été un enjeu, ouais. Puis à travers tout ça, moi, je me sentais toujours un peu, je te dirais peut-être un peu dans la nouveauté, tu sais, encore, parce que je m'étais entraînée un peu avant l'expédition, mais là, j'étais sur le terrain, je me disais, je me sens petite comparée aux filles qui sont dans l'expédition, puis aux gars qui ont tellement plus d'expérience que moi. Puis là, il fallait que je les filme. Fait que des fois, je regardais ça puis je me disais, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? J'essayais de faire mon travail le mieux possible. Puis ce qui m'enchantait, c'était de savoir qu'après, il y allait avoir un documentaire, que j'allais pouvoir le montrer à d'autres personnes. Mais ouais. Ouais, c'est ça. Je trouvais ça beau. La dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'as dit, moi, ce qui me pousse, tu sais, des fois, si c'était pas de l'histoire que je vais raconter, si c'est pas des gens que je vais mettre de l'avant ou des paysages, je pense que je ferais pas ce que je fais. J'avais trouvé ça beau, ce que tu avais dit. Mais non, écoute, quelle histoire phénoménale, incroyable, honnêtement. Chapeau de t'avoir permis de vivre ça pour une première fois, puis non seulement de la vivre en tant qu'expéditrice, oui, mais aussi exploratrice plutôt, mais aussi de filmer tout ça parce que c'est comme un double défi. Mais je serais curieuse qu'on aille, en fait, dans une autre de tes aventures, une qui avait un lien direct avec un membre de ta famille, qui avait comme une symbolique, si on veut. Ton oncle, je ne sais pas si tu peux nous, pour ceux qui nous écoutent, juste mettre en contexte, qu'est-ce que ton oncle faisait, puis en quoi c'est lié à ton aventure dans le nord canadien. Ben, tu sais, en fait, j'ai appris quand je commençais à faire la préparation d'une autre expédition qui s'appelait Pull of the North. J'ai appris que mon oncle, que j'avais jamais connu, mais qui m'avait toujours marqué un peu parce que j'entendais toujours parler de lui en bien. C'était un aventurier. Puis dans les années où c'était vraiment pas commun de faire des expéditions, des aventures, c'est peut-être en 70, dans les années 80, sinon, ben, il était, tu sais, il s'en allait dans le Sahara, puis c'était quelqu'un qui était vraiment présent pour moi parce que mon père en parlait avec beaucoup de respect, puis tout ça. Et ben, j'ai appris qu'il était mort sur la rivière Yukon, qui part environ dans le coin de Whitehurst, dans un lac qui est relié directement à des glaciers. Puis cet endroit-là est spectaculaire. Et j'avais décidé dans le temps de rejoindre une expédition qui avait été créée par un Anglais à la base. Puis j'avais accepté d'aller rejoindre l'équipe qui était formée de Ian Finch, de Jason Kolsch, qui étaient déjà les deux dans l'équipe. Puis ben, j'avais ramené là-dedans dans l'expédition Martin Trahan, qui est un super canoïste québécois, que je connaissais pas à la base, mais que bon, j'avais beaucoup entendu parler de lui. Fait que notre petite équipe, on était prête à partir. Puis mon père me dit, ben ton oncle est mort sur cette rivière-là, tu sais, puis il est mort noyé dans un canot. Puis ça l'a vraiment touché que je veuille faire le même parcours sans trop savoir qu'est-ce qui s'était passé avec lui. Que je suis partie pour Pull of the North. Puis le but de cette expédition-là, c'était de faire 2 mois de canot, de se rendre jusqu'à la mer de Bering, dans un petit village qui s'appelait Emonac, et d'aller regarder comment ça se passait sur la rivière, côté environnement. On voulait aller prendre aussi des commentaires des gens qui habitent la rivière pour connaître la réalité, puis pour prendre les messages qu'ils avaient, puis les remettre aux gens dans nos entourages respectifs. Fait qu'on est allé là-bas, puis on a rencontré des gens de la communauté Athabasca tout le long de la route. Ça nous a pris un gros 2 mois à faire tout ce chemin-là, puis passer 2 mois avec
4 personnes, les mêmes, puis de recommencer, faire du canot le matin, le midi, Mais le oui, soir. c'est une autre chose parce que tu es habitué à Ouais. courir, mais là, du canot, est-ce que tu en faisais un petit peu ou ça a été encore une fois de t'entraîner à pagayer tous les jours? Ça a été de m'entraîner, mais je me suis un peu, ouais, je me suis un peu prise dans mon propre jeu parce que je me suis dit, ah, je vais m'entraîner, je vais avoir le temps, puis ça va être correct. Mais finalement, avec ben, tu sais, la préparation aussi de la nourriture, de l'itinéraire, la dernière chose que je n'ai pas faite, c'est m'entraîner à faire du canot, malheureusement. Je suis arrivée sur la rivière Yukon en sachant très peu faire du canot. Et j'ai OK. appris, sur Sur place, le tas. mais j'en avais déjà fait. Ouais, Ah ouais, c'est exactement. ça. Mais tu l'as dit, tu avais un C'est ça spécialiste, là. l'aventure. Ouais, Monsieur Tran, puis ça fait partie, ouais. j'imagine, du thrill de l'aventure. C'est-à-dire, tu sais, oui, tu peux te préparer, mais en même temps, you have to figure it out once you're there quand même. Tu peux pas tout planifier, tout prévenir. Mais Ouais, des gens que je rencontre autour de moi qui sont des super, des explorateurs ou des aventuriers un peu plus connus, tu sais, je dirais que la plus grande qualité, c'est l'adaptation, tu sais. mhm, C'est mhm, peu importe le problème qu'il y a devant nous, c'est pas le meilleur physiquement qui va l'avoir, c'est pas le meilleur avec les cartes qui va réussir à passer à travers. C'est souvent la personne qui est résiliente, qui va passer mhm, par-dessus, que la journée d'après, même s'il y a eu un échec, même si il n'y a pas le nombre de kilomètres qui a été réalisé dans les temps, ben c'est celle qui va dire non, je me relève les manches, puis on continue. Puis ça, mhm. ça me sert beaucoup dans la vie de tous les Ouais. jours, pas juste en expédition, mais ouais. Mm. Mhm. Puis, tu sais, je pense que ce qu'il y avait de différent dans cette expédition-là, ben, en fait, tout était différent, mais c'est aussi le fait que vous alliez à la rencontre de ces gens qui habitent le territoire, puis qui sont un peu des ambassadeurs de leur territoire, puis qui sont dépendants. Tu sais, ils vivent, ils chassent, ils vivent de la pêche, etc. Donc, ça a été comment d'aller à la rencontre de ces gens-là? Ben, tu vois, moi, je pense qu'après après Expé Antarctique, ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais une passion d'aller avec des membres d'une même équipe, Mhm. me retrouver dans des environnements un peu, tu sais, où les éléments se déchaînent. Mais Mhm. j'avais un besoin peut-être qui était plus présent de filmer aussi la réalité des communautés autour de moi. Mhm. Je voulais aller à la rencontre des gens, puis je trouvais que j'avais quelque chose à jouer. Mon rôle était peut-être pas seulement de raconter l'histoire des équipes qui se dépassent dans des conditions, tu sais, un peu extrêmes. C'était aussi de faire passer un message, peut-être par rapport à l'environnement, peut-être par rapport à la langue qui se perd, Mhm. qui est Ouais. en train de se perdre un peu partout au Canada. Et de ce qu'on dit pas dans les livres d'histoire au Québec ou au Canada, tu Mhm. sais. Fait que je me suis dit, pourquoi pas aller un peu plus loin puis filmer des choses que j'ai jamais faites. Fait que je suis arrivée à un moment dans l'expédition, ma première entrevue avec quelqu'un qui était autre que les membres de notre petite équipe. Puis je me suis dit, wow, je suis en train de réaliser mon rêve encore une fois, puis d'avoir la chance de filmer quelqu'un qui me raconte son histoire. Puis moi, après, ben, je vais pouvoir le, le, Partager. l'envoyer, puis Mhm. ouais, le partager. Ouais. Puis ça a été quelque chose, tu sais, on a passé une journée avec cette personne-là qui nous a raconté beaucoup de choses. Puis le départ après, tu sais, parce qu'on voit juste à l'écran, tu sais, peut-être des fois c'est 2 minutes avec une personne, puis après on change, on avance, tu sais, dans l'expédition, mais euh, quand on part à la rencontre des gens, il y a quelque chose qui se crée, puis c'est un lien qui est fort parce que les gens nous dévoilent qui ils Mhm. sont vraiment. L'intimité. Euh, c'est très touchant. Puis c'est une des raisons pour lesquelles j'aime faire ça, c'est que, encore une fois, c'est l'humilité des gens quand ils se retrouvent face à des questions, tout ça. Puis c'est l'authenticité vraiment qui me Mhm. frappe. Ouais. Ouais. Puis y a-tu des choses au niveau des. Tu sais, tu parlais des éléments qui se déchaînent, puis tu sais, c'est la nature avec un grand N.
est-ce qu'il y a des choses qui t'ont émerveillé, des paysages que tu as vus qui étaient comme, tu ne pouvais pas en croire tes yeux? Tu sais, c'est des endroits qui ne sont pas souvent, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'humains qui s'aventurent là. Donc, on doit se sentir un petit peu seul dans cette nature. Y a-t-il des choses qui t'ont impressionné? C'est la rivière Yukon, c'est une rivière qui est à la base de tellement d'alimentation de tellement de la faune du coin, en fait. Mm-hmm. Donc, ça part de l'eau, des saumons king, d'un amalgame complet de poissons qui se retrouvent dans cette rivière-là, qui provient de la mer de Bering, tu sais. Puis ensuite, il y a les ours qui se nourrissent dans cette rivière-là, qui sont super présents, autant les ours noirs à certains endroits, je pense. Puis nous, c'était les ours bruns. Donc, c'était de voir le matin, proche de la tente, des énormes traces, soit d'orignaux ou d'ours qui étaient là. C'était, on savait qu'on était, oui, à notre place, parce qu'on traversait tout l'Alaska. Mais on se disait, wow, on se sent petit, là, puis c'est notre territoire, mais je pense qu'il y en a qui le traversent pas mal dans ce coin-là. Puis, ouais, la faune est ultra présente, il faut prendre vraiment nos précautions. Puis, ben, c'est pour ça qu'on était prêts. On restait plus sur des petites îles dans le milieu de la rivière si on pouvait. Puis on essayait de rester le plus à découvert possible, puis de mettre toute la nourriture dans des endroits plus loin de la tente. Là, mais, ouais. Puis nous, on allait là-bas pour parler du saumon. Puis ça a été vraiment génial à la fin d'arriver pendant la période où le saumon remontait la rivière. Puis c'est des animaux qui sont des poissons qui sont vraiment vaillants parce que ils partent de tellement loin puis ils reviennent à la source de la rivière, puis c'est des vrais batailleurs. Ouais. C'est vraiment inspirant. Tu sais, tu parlais de reconnecter avec la nature et tout ça, de surpasser ses limites, mais aussi de raconter des histoires, d'aller à la rencontre de l'habitant. Bon, puis il y a un autre documentaire que tu as fait par la suite, puis que je trouve vraiment intéressant parce que ça allie des femmes qui surpassent leurs limites, puis en même temps, un partage des Premières Nations, parce qu'il y avait une dame qui s'appelle Charlotte Kamanik qui expliquait un petit peu, vu que c'était un territoire... Peux-tu me donner juste un petit peu plus de détails? C'est un territoire des Premières Nations, un grand parc. Et puis là, cette Charlotte partageait avec d'autres filles tout au long de l'exploration un peu ses racines. Puis, c'était quoi un peu le but de cette autre exploration? Ben, Kamanik, c'est né du désir de vouloir parler d'une réalité qui n'était pas la mienne, je pense, qui était un peu ailleurs de ce que les gens connaissent peut-être autour de moi, en ville, puis tout ça. Puis j'avais envie d'amener des femmes à vivre une aventure qui était peut-être quelque chose où elles allaient pouvoir s'ouvrir, comme on parlait tantôt, que dans la nature, quand on est à l'extérieur, dans des conditions un peu complexes, que on est capable de faire des liens entre nous. Puis j'avais envie de voir qu'est-ce que ça faisait de s'ouvrir avec nos réalités, qui étaient peut-être différentes. J'avais envie d'apprendre à connecter avec Maryse, Pascal, puis Charlotte, puis aussi mon amie réalisatrice qui s'appelle Florence Pelletier, qui m'a aidée à faire ce documentaire-là. Fait on est parti, je te dirais, d'une façon où on savait pas qu'est-ce qui allait se passer, c'est sûr. Dans un parc immense qui est le parc Courgeois, dans le nord du Québec, qui est géré par les parcs Nunavik. Puis cet ensemble de parcs-là,
C'est des parcs qui sont gérés par des gens à Kuujjuaq, par exemple. Et ben, c'est ça, c'est entièrement géré par les communautés inuites. Fait que c'est Inuit, vraiment, OK. ouais, c'est vraiment leur façon de faire. Puis c'est ce que j'aime, c'est que on n'a pas nécessairement nos mains dans l'organisation de ce qui Mhm. se passe dans les parcs Navik. Puis c'est ce qui donne la beauté de la place. Donc, c'est pour ça que je voulais aller visiter ces endroits-là. Puis, pour ceux qui connaissent un peu la région, c'est proche des Torngat. C'est les grandes montagnes, c'est magnifique. Donc, on part, donc les 3 femmes devant la caméra, puis 2 réalisatrices derrière, puis on se dit, let's go. On va faire on va essayer de courir et de faire une distance d'environ 100 km. Donc, à dormir en tente avec des filles qui n'avaient pas nécessairement fait beaucoup de plein air, ni trop de courses. Ça a été quelque chose. Puis, Charlotte Camané, qui est mère de 2 enfants, puis c'est une chanteuse de gorge qui vient d'un petit village qui s'appelle Igloolik. OK. Puis, elle m'a partagé beaucoup de choses de son passé, beaucoup de choses par rapport aux esprits du parc Mm. Kuujjuaq, de sa famille. Et ça m'a touchée au point où je me suis dit que ben, j'avais envie de continuer à faire ça dans ma vie, tu sais, Mhm. raconter l'histoire de gens ouais, qui sont reliés à leur environnement, où les racines de ces gens-là sont Mhm. tellement proches des éléments naturels. Mm. Puis, ouais, ça m'a vraiment touchée de faire ce petit documentaire-là. Ça t'a-tu fait voir la nature de manière un petit peu plus spirituelle, comme tout un âme, tu sais, d'avoir un certain respect pour la nature dans laquelle on se trouve? Tu sais, qu'est-ce que le mélange de nature, ancêtre, spiritualité t'a comme appris? C'est vrai que quand je suis arrivée sur place, la première chose que Charlotte elle a faite quand on est débarqué du petit avion minuscule dans lequel on, on est arrivé, ben, ce qu'elle a dit, ben, les ancêtres sont partout, euh, sont dans les roches, sont dans l'eau, sont dans les rivières et les montagnes. Puis, tu sais, quand on se dit que euh, on va avoir à traverser ce terrain-là, puis qu'on sent déjà tout ce qui nous recouvre un peu Mhm. on a l'impression que les gens d'avant étaient vraiment passés là. Puis on empruntait, dans le fond, les passages inuits des centaines d'années d'avant. Donc, ça a été, ouais, pour moi, vraiment spécial de me retrouver à cet endroit-là. Puis sinon, ce qui m'a vraiment marqué aussi, ben, c'est qu'elle en parle comme du Nunnagat. Ça s'appelle Inuitland, en fait. OK. Puis, ben, de découvrir un peu comment ça se passait dans le passé avec ses ancêtres, ouais, ça m'a touchée. Mhm. Tellement, Mm. tellement, je trouve ça beau. J'ai toujours eu cette, comment dire, tu sais, je trouve que des fois, la spiritualité pour la terre-mère, tu sais, se sentir cette connexion-là, je trouve ça tellement beau. Puis des fois, je trouve que ça manque dans la culture moderne où il y a eu cette déconnexion avec notre passé, où on la prend un peu Mm. pour acquise, puis en même temps, on reconnaît pas on reconnaît pas non, c'est ça, c'est que c'est comme si que nous, les colons n'avaient pas ce lien spécial avec la terre. Ils l'ont utilisé, ils ont construit des choses, ils Mm. ont bâti, mais sans sentir le besoin de redonner comme ce cycle. Puis j'ai toujours trouvé ça beau, puis je trouve que c'est ça, on dirait que ça t'amène à, c'est ça t'amène à vibrer tellement plus haut, puis à faire qu'un avec ton environnement encore plus. Mais bref, Mm. c'est clairement c'est un genre d'expédition qui m'allumerait si jamais tu n'as pas Ouais. besoin d'avoir des gens qui sont des athlètes triple A. Ben, je pense que de plus en plus de personnes intéressées, tu sais, par ça. Puis, tu sais, c'est tellement accessible à tout le monde. Mhm. Je pense qu'avec ton envie de faire quelque chose, si tu te lances,
Oui. Tu vas pouvoir reconnecter avec ça tellement facilement. Puis après, le fait que tu ailles à la découverte de ce que tu as envie d'aller voir, tu sais, au Canada, c'est des espaces comme ça, il y en a partout, tu sais. Puis les apprentissages que tu vas faire, je crois que, tu sais, ça va être tellement puissant, puis, tu sais, on s'en reparlera, mais Oui. on est tous aptes à aller de l'avant, puis à faire nos propres aventures. Tu sais, je regardais, je pense, récemment, il y a une fille qui est partie en Gaspésie, elle a marché pendant 600 kilomètres, je pense, environ, puis il faudrait que je retrouve son nom, mais puis justement, c'est on vient totalement changer de ces expériences-là, fait que c'est fort, c'est puissant. Tellement, tellement. Puis, tu sais, ça m'amène tranquillement, Caroline, à migrer vers les questions en rafale. Puis, tu sais, les questions en rafale, ce qui est le fun, c'est que tu dis vraiment ce qui te vient en tête en premier, OK? C'est un Ouais, mélange d'apprentissage puis de questions wild. T'es prête? Oui. let's go. Qu'est-ce que la nature, les glaciers, la forêt t'ont appris? L'humilité. Hmm. Mm. Mhm. T'es- Ah ouais, l'humilité parce que la journée dans laquelle on se trouve, il y a un super défi devant nous. Mhm. Le lendemain, on peut réussir à le traverser. Puis c'est toujours un peu c'est de l'imprévu. C'est Mhm. des défis à relever. Puis je pense qu'il faut être faut quand on regarde trop haut, on se fait rapidement remettre à sa place, je pense, quand Mm. on est dans les montagnes ou sur la neige en ski, ouais. Oui, 100%. De se montrer résilient, oui. Puis, y a-t-il une peur que tu as surmontée récemment? Est-ce que c'est en nature, par exemple? OK, une peur que j'ai surmontée, je dirais, oui, évidemment, il y en a à chaque jour, je crois, des peurs que je surmonte. Euh, peut-être, je pense que je surmonte souvent la peur d'aller au-delà de mes limites. J'ai toujours peur de me dire qu'est-ce qui va arriver si je vais trop loin. Mhm. Euh, chaque jour ou chaque fois que je vais en expédition, je reviens plus forte. Donc, j'ai peur de j'ai j'ai peur de me dire qu'est-ce qui va être plus difficile que ça, puis de devoir le confronter, tu sais. Mm. Puis ouais, il faut juste que je pense pas trop, puis j'aille de l'avant. Ouais, mais... Ouais. Comme ta première expédition. Tu sais, tu te prépares, mais tu sais Mhm. pas trop ce qui t'attend, mais tu y vas, puis tu réussis. Ouais, Oui, ou tu sais, t'échoues, des fois t'échoues, puis oui, tu reviens près d'eux, mais c'est vrai. ben, c'est toujours des apprentissages. Oui, 100%. Puis on t'annonce que tu dois poursuivre une des expéditions que tu as déjà fait pendant 1 an. OK. Laquelle que tu Hmm. choisis et pourquoi? Peut-être l'expédition électron que j'ai faite. J'étais OK? partie de Natashquan à pied jusqu'à Montréal. Ça fait pas longtemps, c'est en 2018, je pense. Puis ben, c'est ça, j'ai tellement vu de belles choses au Québec, j'ai tellement rencontré de gens formidables. Puis je suis passée par des villages, par des communautés qui me laissaient sans mots. Puis le Québec, c'est vaste, puis je le connais tellement peu que je pourrais faire ça Mhm. pendant 1 an, c'est certain. Oui, oui. Tous les mini-villages, là, tous les gens que tu peux aller à la rencontre, puis les échanges humains, c'est tellement beau. Ah ouais. 100%. Puis un fait wild sur toi qu'on ne connaît pas, qui n'est pas dit, même pas en conférence. Wild. C'est très wild. Je fais une collection de timbres. OK. Thème de quoi? Des thèmes du monde? Des thèmes du Canada? Ouais, OK. des timbres du monde entier. Alors, si jamais il y en a qui ont envie de me déposer des timbres devant ma porte, gentiment, je vais être la personne la plus heureuse du monde. Mais ouais, c'est pas... Bon,
pas le plus wild, là, mais c'est ma Mais non, réponse. mais c'est intéressant. C'est intéressant. En même temps, je trouve ça le fun parce qu'en même temps, ça te fait une espèce de diaspora de tous tes voyages que tu as fait, puis Ouais. tous les endroits que tu visites. Donc, make sense. Fait que là, ma chère, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Puis, parle-nous aussi de ton livre. Mon Dieu, parle-nous de ton livre. Hmm. Bon, ben, le livre que j'ai fait il est sorti, euh, il est sorti quand le COVID a commencé. Donc, dépasser ses limites, c'est un peu le résumé de mes rencontres avec les gens. Puis, qu'est-ce que j'ai retiré de chaque expédition que j'ai fait. Et c'est 6 récits d'aventure. Et ben, c'est un livre que j'aurais vraiment aimé euh, aller peut-être dans les salons, puis de voir un peu la réaction des gens qui Mhm. l'ont lu déjà, mais malheureusement, avec le virus, j'ai pas réussi à faire les salons qui étaient prévus au Québec, mais bon, ça me va parce que j'ai des commentaires par les gens qui l'ont lu, puis je trouve ça vraiment génial d'avoir un peu le feedback des gens par rapport à ça. Mais ben, c'est mon désir là-dedans, ben, c'était de dire que c'est possible de faire son propre chemin, tu sais. Puis comme on parlait, ben c'est ça, d'aller en nature, ça prend pas nécessairement beaucoup de connaissances. Ben, ça prend de suivre quelques démarches sécuritaires, mais c'est accessible à tout le monde. Fait que c'est un peu le but de mon livre. Puis c'est ça. Sinon, pour les prochains temps, moi, ça va être d'avoir la confirmation là, que je peux aller faire l'expédition de 2 mois dans la nuit polaire de l'archipel du Svalbard. Donc, on devrait Mhm. recevoir ça dans le prochain mois. C'est un voyage qui va être totalement dans le noir, accompagné des ours polaires de cet endroit-là. Wow. Et ben, une expé que je vais faire avec Vincent Colliard, un explorateur français. Donc, ça va être quand même quelque chose qui va m'amener au bout de moi-même, je pense. Tantôt, on parlait de limites, là. Je pense que Ouais. je vais aller les rejoindre là aussi. Puis, dans les prochains temps, sinon, ben, c'est focus, c'est des gros projets que j'aimerais préparer. Mais je m'avance pas trop, on le sait plus avec cette période-là. Là. Donc, Non. Mais t'as un film qui sort, un documentaire, pardon, oui, je pense en décembre. oui, merci. Ça a été fait avec la même réalisatrice qu'on a fait Kamanick, Florence Pelletier. Puis c'est, euh, ça va sortir à Télé-Québec en 2021. OK. Ça s'appelle Traversée. Puis c'est l'histoire de 3 femmes qui vont dans le même parc que je parlais tantôt, le parcours Jouac. Et ben, c'est une expédition où on essaie de faire puis entre les bouts du parc. Puis sinon, ben, Je pense que ça l'a coupé, Caroline. Je t'entends plus. on fait aussi du rafting. Puis là-dedans, qui est Attends un petit super. peu. Puis c'est un. Est-ce que tu m'entends? Il s'est décalé. Attends un petit peu. Ouais, t'es encore buggé. Allô? Hmm. Ah ouais, ok. Moi, Attends, je t'entends super tu bien, m'entends tu sais. super bien? Ouais. OK. Si tu veux juste repartir à la description du De film parce que ça l'a traverser. complètement buggé. Oui. Oui, ben, en fait, Traverser, c'est le nom de ce projet-là, qui devrait sortir à Télé-Québec en 2000. Non, ça bug. Ah, mon Dieu, on l'avait presque. Oui, ça l'a. Je t'entends plus. 2021. Puis Ouais. sinon,
en salle de cinéma. Bon, j'ai pas beaucoup d'espoir sur les salles de cinéma en ce qui est. Ouais, ça va. Ouais. Je t'entends plus. Attends, je vais arrêter le record. C'est parti. Ouais, ben Traversée, c'est le film qu'on a fait avec Florence, la même réalisatrice qu'avec Kamanick. Et ben ça sort sur les écrans du Québec le 4 décembre, puis sinon à Télé-Québec en 2021. Génial! Ben écoute, je vais m'assurer de mettre ça en détail de podcast. Mais sinon, entre-temps, écoute, ma chère Caroline, un énorme merci pour ton temps, de nous avoir partagé autant de belles expéditions, puis autant tes apprentissages que ce que tu as vu. Ça donne envie de vraiment sortir des sentiers battus, puis c'est ça, de se laisser un peu, laisser les éléments autant nous inspirer que nous apprendre des choses, parce que c'est ça, la nature est un bel enseignant. Puis, je te souhaite de beaux projets à venir. Bonne chance pour le documentaire, comme tu l'expliquais tantôt, là, en pleine nature. En pleine nature, dans la noirceur. Ça va être un beau défi pour toi. Puis voilà, on continue de te suivre. Je continue de te suivre. Puis tu m'impressionnes énormément. Honnêtement, là, avec beaucoup d'inspiration, je te dis ça. Qui est super inspirant. Je regardais celui de Ariane Arpin Delorme, puis c'est des podcasts, ben, en fait des épisodes ouais, super inspirants. Puis je pense que de donner des voix à des personnes qui ont des choses à dire, c'est super. Fait que ben merci Maude, puis merci beaucoup pour le temps là, que tu as pris pour discuter avec moi. OK. Ben, merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Bye bye. Bye.